Donc ces derniers mois, on a eu beaucoup de pluie et de vent. Ce qui est toujours, on a toujours une opportunité de faire quelque chose. Lorsqu'on se sent exclu de faire quelque chose, il y a une opportunité de faire autre chose. Mais toujours est-il que lorsqu'on a enfin eu une accalmie et que le temps était plus clément, on s'est dit tiens, on va sortir un petit peu. Et donc on a passé une journée sur l'île aux Pirates. En vous montrant ces images, je voudrais partager avec vous quelques réflexions que je me suis fait ces derniers temps. Lorsqu'on se bat très fort pour réaliser un rêve, qu'il y a cette dualité entre passion dévorante qui nous pousse à continuer coûte que coûte et combat qui semble impossible, faire face à la difficulté, ça demande plus de concentration. Plus de concentration sur soi signifie moins d'implication dans les problèmes des autres. Autrement dit, cette obsession peut nous rendre imperméables au concept de communauté. Ironiquement, la seule satisfaction personnelle ne mène nulle part. Lorsqu'on poursuit un rêve seul, on croit diriger son énergie dans la bonne direction. Si une route vers le bonheur semble pouvoir s'emprunter seule, alors c'est sûrement une illusion. Le secret, c'est de grandir tout en faisant grandir ses proches. Dans le monde des affaires, la réussite tient plus au réseau de connaissances que nous avons et à la solidité de ces connaissances qu'à notre talent. C'est fascinant. C'est fascinant, mais aussi très révélateur du fait que l'espèce humaine a toujours cette dépendance très forte au lien social. Internet nous apprend que créer un réseau fictif, sans entraide, sans fondement, où chacun cherche son développement personnel, est un excellent exemple de ce chemin vers le bonheur qui semble pouvoir s'emprunter seul. Pour que ça marche, il faut y mettre du cœur. Il faut avoir sincèrement envie d'aider. Aider les autres lorsqu'on a soi-même besoin d'aide paraît contre-intuitif. Pourquoi donner alors que j'ai tant besoin de recevoir? C'est une des nombreuses merveilles de la vie. C'est en donnant à ceux qui comptent que l'on reçoit ce qui compte. Très bien, alors voilà ce qui se passe, ces petits enfants. Je me suis jamais vraiment fait au fait de vivre en couple en permanence. C'est-à-dire de ne pas avoir de moments de solitude. Là, j'ai une opportunité de passer du temps vraiment seul. C'est comme des vacances pour moi, c'est fantastique. The key to a long relationship. This is you, and this is your partner. And that could mean wife, husband, boyfriend, girlfriend, whatever, however you identify. This green dot here is the relationship. Now, the key to a long marriage is to maintain your sense of you, and for your partner to maintain their sense of being. And then together, you share a relationship. You stay you, he or she stays who they are, and together you share this. The problem with most relationships is that somebody in the relationship, or both people, think the only way to succeed is like this, is to give up you, and instead have this thing together where you give up your sense of identity and you just have this. It's like, that's it. There's no more you, there's no more me, there's just the relationship, and that will never work.
This alone is the key. Par rapport au couple et au fait d'être tout le temps ensemble, en fait, j'arrive pas à avoir d'inspiration. Par suite, le philosophe a horreur du mariage et de tout ce qui pourrait l'y conduire. Du mariage en tant qu'obstacle fatal sur la route vers l'optimum. Parmi les grands philosophes, lequel était marié? Héraclite, Platon, Descartes, Spinoza, Kant, Schopenhauer? Il ne l'était point. Bien plus, on ne pourrait même se les imaginer mariés. Un philosophe marié a sa place dans la comédie, telle est ma thèse. Et Socrate, seule exception, le malicieux Socrate, s'est, semble-t-il, marié par ironie, précisément pour démontrer la vérité de cette thèse. De l'imagination, j'en ai, de l'inspiration, j'en ai. Il faut juste, pour que ça émerge, que je me retrouve moi. I usually try to lock myself away for at least 10 days or almost 2 weeks just to sit with the script and the ideas of the script and try to come up with a visualization of the picture. Pour beaucoup de personnes, l'inspiration se doit représenter un amas d'idées qui viennent de façon aléatoire et dont on ne sait pas trop quoi faire. Chez moi, c'est un petit peu comme manger. Je peux m'en passer pendant quelques jours, mais plus longtemps je repousse ce besoin et plus mon énergie décroît. C'est presque vital. Non seulement de coucher sur papier en quelque sorte ou de concrétiser ce qui me passe par la tête, mais également de le réaliser d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que c'en est à un point où l'inspiration devient une raison de vivre. Ça devient, comme je le disais, vital, et une chose sans laquelle la vie n'aurait pas de sens. La vie n'aurait pas de sens ou la vie n'aurait pas le même intérêt. Et je crois que l'inspiration, c'est le propre des personnes qui aiment se retrouver seules avec elles-mêmes. Parce que c'est lorsqu'on se départit de distractions mentales ou physiques que les idées émergent. Et pourtant, il y a des activités mentales et physiques qui aident à se retrouver avec soi et avoir de l'inspiration. Je pense à des tâches répétitives, je pense au sport, à la détente, autant de formes de méditation qui n'ont pas des allures de méditation traditionnelle, comme on l'entend, même si c'est également une possibilité. C'est-à-dire que, tel que je le ressens, tel que je le vis, on n'est pas loin de la sensation d'être possédé. Mais pas par une entité démoniaque, négative, même si cette chose qui grandit en nous, on a ce besoin de le sortir. Pas pour l'exorciser, plutôt pour, au contraire, lui donner naissance, lui donner la vie. I never understand those people who say I have no regrets. You know, it's incomprehensible to me. What are Mine are as countless as the sands of the desert. You know, I can't imagine not having a regret about almost everything. What are some of your big regrets? Big regrets? So I suppose that I fell in love with movies. You know, you can fall in love with a girl and have her ruin your life. And I fell in love with movies, and I have done less in my life than I would have if I hadn't. What would you have done had you not fallen in love with movies? I don't know, but something that didn't take so much time and cost so much in money and energy and everything else. Cette idée, pour beaucoup de personnes, elle doit pas être bien révolutionnaire. Pour une personne comme moi, je dirais pas que c'est un concept nouveau, je dirais que c'est quelque chose qui est en cours d'apprentissage. Parce que depuis toujours, sortir, voir d'autres personnes, ça me fait du bien, mais ça me vide également complètement de mon énergie. Donc c'est bien, mais sur un court terme. Et durant une grande partie de ma vie, mais j'ai opéré des sorties avec des amis ou de la famille. Enfin, j'ai vu des gens
par plaisir, mais aussi beaucoup, des fois, pour faire plaisir aux autres. Et quand ces personnes me disaient est-ce que ça te plaît, est-ce que tu passes un bon moment, ou est-ce que ça t'a plu, est-ce que tu as passé un bon moment, et que je leur disais non, je pense que c'est tellement incompréhensible pour ces personnes qu'elles essayaient de me persuader que je passais un bon moment. Ces personnes, en fait, elles sont davantage contentes que je sois présent que ennuyées par le fait que je prenne aucun plaisir. Donc c'est comme si ça leur faisait ni chaud ni froid, que ça me fasse plaisir ou pas, tant que je suis là et que je peux me sacrifier pour leur faire plaisir, tout va bien. C'est là que je me suis dit, bon, il est peut-être temps aussi d'apprendre à dire non et d'être un peu plus égoïste, d'essayer d'atteindre un autre extrême pour ensuite trouver un point d'équilibre, parce que si vous voulez trouver un point d'équilibre, il faut connaître les deux extrêmes. Donc j'essaye encore un petit peu, j'ai encore la sensation j'ai encore le besoin régulièrement de contrebalancer ça, c'est-à-dire de m'isoler et de me retrouver seul avec mon inspiration. Et puis, mais il y a aussi la réalisation que la vie n'a pas de sens quand on ne la partage pas et quand on ne transmet pas quelque chose, que ce soit transmettre quelque chose ou recevoir quelque chose de l'autre. Et ça, j'ai la sensation que, en vue de ma personnalité et de ma façon de me ressourcer, il y aura toujours un genre de dilemme dans ma vie entre voir les gens et puis m'isoler pour me reposer. Et ce dilemme, il est de plus en plus complexe au fur et à mesure qu'on s'engage dans une vie plus ou moins normale, c'est-à-dire vivre en couple, avoir des enfants, etc. Parce qu'on a de moins en moins de moments privilégiés seuls, en fait, qui sont propres davantage à l'enfance ou à la vie un petit peu monastique, ou le célibat, ou ce qu'on veut. Aujourd'hui, j'ai une tonne de choses à faire. J'ai aussi quelques idées et ça tombe toujours comme ça. Le problème avec les idées, c'est que quand on les laisse filer, eh bien, on laisse filer l'envie, l'inspiration, et on dit toujours « Ah ouais, je note ça et puis je filmerai plus tard ». Non, il n'y a pas de plus tard. Non. Il faut saisir l'instant. Hier soir, je regardais quelques interviews de Martin Scorsese, et dans l'une d'entre elles, il disait que les gens se plaignaient beaucoup de lui durant les tournages parce qu'il était, c'est quelqu'un de dramatique, c'est quelqu'un qui exagère beaucoup les choses et qui s'énerve vite, etc. When we were talking about this the other day, you mentioned Basil Fawlty. And for anyone who doesn't know who Basil Fawlty is, it was a 70s sitcom called Fawlty Towers. But I wonder what you have in common with Basil Fawlty, because it's very hard to see. All right, mate! Of every little thing that bothered him, every petty thing, stuff that you shouldn't stuff that you should meditate and transcend. No, if you actually start, if you actually say, the floor is this way, and so he gets annoyed he lets everything get him. And the best thing to do is Basil Fawlty, the best thing to do is to just jump into it, accept it, and just complain about everything. Complain about everything, about the weather, about the people, about this, about that, until finally, the absurdity of it makes itself clear, and you start to laugh. Et il disait oui, il assumait complètement. Il disait oui, je suis dramatique, la vie est dramatique, et voilà. I've been told I've been overly dramatic.
in my life, you know, catastrophize. You're absolutely right, because most things are a catastrophe. And all you could do is write it out. Ça m'a fait sourire parce que c'est un reproche qu'on me fait souvent aussi. Ça m'a amené toute une réflexion à propos de l'américanisation du monde, la mondialisation. Je m'explique. Quand j'étais petit, j'ai grandi dans les années 80-90. Quand j'étais petit, j'ai grandi avec beaucoup de personnes qui avaient du caractère. Des hommes, mais aussi des femmes. Et je retrouve de moins en moins de personnes comme ça. Et ces mêmes personnes, d'ailleurs, qui avaient du caractère avant, se sont beaucoup assagies. Et je me dis, peut-être que c'est une évolution culturelle. Parce que je ne sais pas si le terme « s'assagir » est correct là. Commençons par dire que lorsque les Américains ont débarqué en Normandie, durant la Seconde Guerre mondiale, et je pense que De Gaulle en avait parfaitement conscience. Ils ne sont pas venus véritablement pour libérer la France. Les Américains ne sont pas venus en héros de façon complètement gratuite, comme ça, pour libérer la France et puis partir. Ils sont venus envahir la France. Hein, et De Gaulle en avait parfaitement conscience. Il avait conscience qu'il fallait choisir entre les Allemands ou les Américains. Est-ce que la France allait devenir allemande ou américaine? Il n'y avait pas d'autre choix. Et il s'est dit, de toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Hein. Il faut que les Américains, c'est notre dernier espoir, donc il faut qu'on les appelle à l'aide. Et c'est ce qu'on a fait. Seulement, à partir de ce moment-là, on a ouvert un petit peu les frontières, et la Statue de la Liberté, c'était ce symbole-là. C'était la France qui se met à genoux devant l'Amérique, devant la culture américaine. Alors, ils ne nous ont pas vraiment envahis, seulement, c'est leur culture qui a débarqué en France, et la culture française qui a commencé à se désintégrer. Moi, je regarde beaucoup de contenu américain, enfin du monde entier, mais particulièrement américain, parce que, bon, il se trouve que c'est peut-être un hasard, hein, ce sont des personnes qui proposent beaucoup de contenu, et un contenu que je trouve intéressant, mais il y a d'autres personnes dans le monde, hein, d'autres cultures qui sont très intéressantes également, évidemment. Mais l'américain, culturellement, n'a pas énormément de caractère. C'est une culture du positivisme. Il faut toujours voir le côté brillant, lumineux des choses, et c'est comme ça qu'on avance. Mais ça, c'est pas la culture française, c'est pas la culture, disons, du vieux monde. Et j'entends par là ce qu'on appelle l'Europe aujourd'hui, qui est sujet à tout un tas de problèmes, mais quand on regarde des vieux films ou des reportages, des témoignages de personnes, que ce soit des Italiens, des Allemands, des Français, des Espagnols, c'était des gens qui avaient du caractère. C'était des gens, et caractère, il faut l'entendre au sens propre, c'est-à-dire caractère, personnage, personnalité. On trouve aussi beaucoup de personnages comme ça dans les films de Scorsese, forcément, parce qu'ils parlent beaucoup d'Italo-américains. Ce sont des personnes qui ont amené, qui sont issus de la culture italienne et qui ont amené ça en Amérique. Avoir du caractère, c'est avoir une personnalité qui se distingue de celle des autres. On se distingue de par nos qualités et nos défauts qui nous sont propres. En développant tous un petit peu la même personnalité, une personnalité positive, qui va toujours de l'avant, qui ne montre pas ses défauts, qui s'énerve pas, qui est toujours... On devient tous un petit peu les mêmes. Et moi, je pense que c'est important. Alors, il faut jamais aller dans les extrêmes, comme d'habitude, hein, il faut toujours rester, essayer de chercher l'équilibre, mais moi, je pense que c'est important de se positionner. Je pense que c'est important d'avoir un avis sur des choses. Alors, l'Américain, culturellement, quand on lui demande son avis sur un sujet un peu sensible, il va essayer d'éviter le sujet, ou essayer d'apporter une réponse qui satisfait un petit peu tout le monde. Hein. Il ne va pas vraiment se positionner. Une personne de caractère, d'office, elle se positionne. Parce que ce qu'elle veut, c'est pas avoir des amis partout. Ce qu'elle veut, c'est donner son avis et exposer sa personnalité.
en exposant sa personnalité, on ne se fait pas que des amis. Hein. On se confronte à des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Et c'est très bien comme ça. Parce que quand on sait discuter et qu'on n'est pas d'accord, c'est là que la conversation devient intéressante. Parce qu'on expose des avis différents. Hein. La différence, c'est une richesse, c'est pas une faiblesse. Et je regrette un petit peu. Comme je le disais, c'est un reproche qu'on me fait souvent, que je suis négatif, que j'ai du caractère, etc. Sincèrement, je ne pense pas être négatif, je pense être réaliste, c'est-à-dire que je sais dire quand les choses sont bien, je sais dire aussi quand les choses ne sont pas bien. Mais quand on dit que les choses ne sont pas bien, peu importe à quel point on a été positif avant ou qu'on le sera après, tout de suite les gens repèrent ça. Ah, t'es négatif. Tu t'exposes une critique, t'es négatif. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je pense que c'est l'influence de la culture américaine qui s'est hissée dans les réseaux sociaux et qui a commencé à influencer le monde. Et on développe une façon de penser mondiale. On est complètement lobotomisé du cerveau. Moi, je pense que c'est important de savoir s'exprimer, donner son avis et rester ouvert d'esprit, forcément, parce que cet avis, il peut évoluer, particulièrement si on l'expose et si on le confronte à d'autres avis. C'est là qu'on évolue, qu'on se dit « Ah oui, toi, tu as plutôt cette position-là, c'est intéressant. » Et chacun s'apporte une position différente et c'est comme ça qu'on avance. How many cigarettes do you smoke a day? Oh, roughly 20 a day. Are you worried about getting lung cancer? No, not particularly. I don't think there's... Well, I've never had any real complaints from cigarettes, except just maybe a feeling of tiredness. You know, they do sap your energy, I'll grant that, and they probably do have some effect on lung cancer. But personally, apart from making me feel a bit tired once or twice, I've never really had any reason to worry. In your business, you sell cigarettes as well. Do you think this report yeah. is going to have much effect on your sales? It's hard to say, really, because I haven't been in this business at the time. Do you remember there was a lung cancer scare beforehand? There was no real... I don't know what the effects were on the business at that time. And it's going to be a very difficult time to judge to an account of Lent. People will be giving up cigarettes, they'll be giving up sweets, they'll be even giving up pictures. So what the effect is going to be, I can't honestly say. There will be a drop, but whether it's going to be due to the scare or not, I don't know. What do you think about this report on lung cancer and cigarette smoking? Oh, I think it's quite true. I mean, smoke too many cigarettes, you can't expect anything else. Do you smoke yourself? I do, yes. How many do you smoke a day? I only smoke about 10 a day. Sometimes. Are you going to give them up? I am, yes. Altogether? Well, I'll do my best to cut them down anyway. Do you think you're going to find it hard? I suppose I will at first, but I'm going to do my best anyway. Friends of mine, a very good friend of mine is down and with it at the moment. What are your ideas about this report on lung cancer and smoking? Well, I definitely believe that the physicians are perfectly right in what they say about cigarettes having a great effect on a person's well-being and their health. Like, I mean, it says it has an awful lot to do with the lungs. If you want to be fit and well, you have to keep off cigarettes. Same as all those vices. Like, it is endless into that. Do you smoke yourself? No, I do not. Do you think people should give them up altogether? I think so, yes, because cigarettes, you take any fella that does smoke a cigarette, he can't do anything of importance. Can't make up his mind without the cigarette. He has to have that cigarette. If he's going to a dentist, it's a cigarette. If he's going to meet his girlfriend, it's a cigarette has to be lit, and he's waiting. He's looking up and down, he's pacing up and down. It's a cigarette all the time. I think it weakens a man's strength of character. Thanks very much. Do you smoke? I do, yes. Do you smoke many cigarettes? Well, about 5 or 7 a day. Have you read this report on lung cancer and cigarette smoking? I did, yes. What do you think of it? Well, in some ways it's right, you know, but I don't know really. Are you afraid of getting lung cancer? But sometimes I would be afraid.
It says it's very bad for young people to start smoking. You are fairly... How old are you? I'm 17 and a half. You're starting early, aren't you? I don't smoke really much, you know. Are you going to give them up? Well, I thought of giving them up. I don't think it'd be hard really for me to give them up, you know. Why but don't I like you then? smoking. How many cigarettes do you smoke a day? Oh, on average, only about 5 or 6 myself. I was never a heavy smoker. Are you worried about lung cancer at all? No, no. What do you think of this report that has come out? Well, I suppose the doctors know their own business. But as far as I'd be concerned, I suppose a fellow smoked 20 or 30 a day might get a bit worried. But you're not worried? No, not with 4 or 5 a day. Thanks very much. Okay. Do you smoke many cigarettes a day, Mr. Moore? Well, at an average about 40. Are you afraid of getting lung cancer? Well, no. Because I look at it this way. Since life is full of contrasts, contradictions, and glaring inconsistencies, I'm sure that I could have an answer from somebody about this. But as far as I can see, nobody is prepared to give any answer. But I continue to smoke just the same. Well, no, I'm a non-smoker. Do you realize that your chances of dying from lung cancer are 30 times greater than mine? How do you feel about this? Well, that's your chances, aren't they? But as far as my chances are concerned, well, I'm prepared to go with it. You're not prepared to give them up? Well, why should I? As I said before, that if you realize and see as life shows itself to you, well then why should anyone else be interested? I'm interested in my own welfare, surely, but not beyond the fact that someone else is going to tell me what to do or dictate to me as what I shouldn't or how I should die when I'm going to die, or how will die, but there you have it. Si on trie tout le temps le positif et le négatif et qu'on purifie un petit peu les choses et qu'on ne garde que le positif, eh bien, on n'avance plus. Mais il y a un autre point de vue à avoir sur les gens de caractère, c'est que ce sont des gens qui ont du charme, parce que en exposant un petit peu sa personnalité, quand on s'énerve, on lève un voile sur soi. Hein, c'est quelque chose de... S'énerver, c'est une émotion qui est pure. C'est pas contenu, c'est pas maîtrisé. Et il y a quelque chose de beau là-dedans, de pur. Et je pense que oui, ça fait partie du charme de certaines personnes. Quand on essaye de plaire à tout le monde, il y a quelque chose qu'on fait mal. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut se forcer à avoir un certain caractère. Je dis que c'est vraiment important d'être soi-même. Et pour être soi-même, pour être soi-même, pour ne pas être influencé par une tendance moderne, peu importe, faut rester l'esprit ouvert, il faut se remettre en question. Il ne faut pas hésiter à lire des vieux livres, regarder des vieux films. Lire par exemple Julius Aurelius. Julius Aurelius, il a écrit des choses il y a fort longtemps qui résonnent de façon surprenante aujourd'hui. Quand il écrivait, il avait écrit un genre de journal intime qu'il n'avait jamais eu l'intention de publier. Hein. Il écrivait d'ailleurs en grec ancien ou en latin, je ne sais plus. Parce que c'était comme ça qu'on écrivait de façon plus ou moins littéraire à l'époque. Et donc c'était un genre de journal intime, donc il parlait de choses du quotidien. Et il exposait, il disait par exemple, j'ai l'impression que j'ai jamais assez de temps pour faire quoi que ce soit, on vit dans un monde qui va de plus en plus vite. Mais c'était l'Antiquité. Et c'est exactement ce qu'on ressent également aujourd'hui. Quand on dit aujourd'hui qu'on a peur du lendemain, qu'il y a des gens qui hésitent à faire des enfants parce qu'ils ne savent pas dans quel monde on se dirige. Mais vous lisez des articles de journaux des années 60, les gens étaient exactement pareil. On pense aux années 60 comme les 30 Glorieuses où tout le monde était heureux, l'économie était flamboyante, c'était incroyable. Non.
les Américains particulièrement étaient pétés de trouille. Hein. Il y avait une guerre nucléaire qui menaçait, la guerre froide, les missiles de Cuba. Les gens étaient complètement paniqués. Ils ne savaient pas de quoi allait être fait le lendemain. Et je crois que toutes les périodes ont leur lot. On a toujours peur de l'avenir, de ce qui va arriver. Il y a toujours des choses nouvelles, un petit peu effrayantes qui se passent. Et alors les gens vont dire « Ah oui, mais aujourd'hui c'est différent » parce que non, c'est pas différent. L'histoire se répète. Mais ce qui est important, c'est de comprendre et de se souvenir de ce qui se passait avant. Parce qu'il y a des personnes depuis très longtemps qui ont compris la route vers le bonheur, qui ont compris qu'il fallait se départir un petit peu de toutes ces influences et puis rechercher des choses un peu plus importantes. Donc, quels sont les plus grands plaisirs de la vie, hein? Déjà, il faut comprendre la vie, quel est l'intérêt de la vie. Il y a deux grandes choses. Le premier intérêt de la vie, c'est de survivre. Le deuxième, c'est de se reproduire, de reproduire la vie. Donc, premier intérêt, survivre. Comment on survit? On mange, on boit, on dort, on va aux toilettes. Voilà, ça c'est la satisfaction des besoins essentiels. Il n'y a pas plus grand plaisir. Manger, aller faire une promenade dehors, boire, dormir. Particulièrement manger quand on a faim, boire quand on a soif. Mais qu'y a-t-il de plus plaisant? Deuxièmement, se reproduire, reproduire la vie. Le sexe. Le sexe, c'est l'exploration de son propre corps, c'est la détente absolue, c'est le partage. Magnifique. Magnifique, mais avec tous ces tabous qu'on a, avec cette uniformisation de la culture, c'est autre chose qui me choque énormément. Revenons au cinéma, regardez des vieux films. C'était beaucoup plus ouvert d'esprit que ça ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une censure partout, mais il n'y a pas que la censure sexuelle, il y a une censure à propos de tout un tas de sujets. Et pourquoi est-ce que cette censure existe? C'est parce que les gens l'ont acceptée, c'est parce qu'il y a des gens qui ont eu peur de prendre des risques, de prendre le risque de continuer à proposer des œuvres d'art qui sont ouvertes d'esprit, qui parlent de tout un tas de sujets, de la vie. Ces personnes ont eu peur, se sont dit « Ah oui, mais si je fais ça, je vais être critiqué, ça va pas aller. » Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a tout un tas de personnes qui seraient très heureuses, je pense, de revoir un cinéma comme on le faisait avant, c'est-à-dire, si on doit montrer une paire de seins, on montre une paire de seins. Moi, j'ai eu la chance de grandir avec des parents qui étaient très ouverts d'esprit, et sur tout un tas de sujets, je veux dire, on pouvait parler de tout librement, avoir des conversations. Et ça, je pense que c'est une chance incroyable et que c'est une chose à perpétuer. La liberté d'esprit, c'est une chose que personne ne peut vous retirer. Il n'y a que vous qui pouvez la retirer de vous-même. Et vous savez, on me fait souvent la critique, on me dit souvent que ma chaîne YouTube, par exemple, c'est un petit peu bazar parce qu'il y a tout un tas il y a plein de sortes de vidéos, on a du mal à s'y retrouver, il y a des vidéos qui sont plutôt de bonne qualité de production, il y a d'autres qui c'est un peu n'importe quoi, et puis on a du mal à s'y retrouver. Et moi, c'est une chose que j'ai du mal à comprendre parce que, alors premièrement, je sais très bien que pour avoir plus de succès, ou du moins pour avoir du succès, il faudrait spécialiser sa chaîne, ou alors faire plusieurs chaînes qui sont consacrées à un sujet en particulier. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, je cherche pas les vues, je cherche pas Ce que je veux, c'est exposer au monde mes idées. Et ce qui fait de moi une personne qui a une personnalité. Une personne qui a une personnalité. Ça devrait être évident, mais ça l'est pas aujourd'hui. Donc oui, je suis... il y a plusieurs choses qui constituent ma personnalité, et c'est très varié, et je pense que cette chaîne est représentative de qui je suis. Pas quelqu'un qui a un seul intérêt, une seule obsession dans la vie. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Je pense qu'il n'y a pas assez d'une vie pour explorer tout. Et ça, c'est fantastique. On doit faire des choix. Le temps qui nous est compté, le fait qu'on soit mortel, nous oblige à faire des choix et nous oblige à nous pousse
à s'activer pour découvrir au maximum toute la complexité de la vie, toute la beauté des arts, de l'artisanat, de tout ce qui fait le monde, l'humanité, la nature, tous ces mystères qui sont partout. On n'a pas le temps de se consacrer à une seule chose. Enfin, quand on aime un petit peu la vie, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, c'est pas le tout, mais moi, j'ai des choses à faire. Vous voyez, en ce moment, j'ai des invités à la maison. Eh ben, la seule chose à laquelle je pense, c'est comment je vais faire pour m'esquiver le temps de quelques minutes ou quelques heures, accessoirement, pour être tranquille tout seul. C'est quand même très étrange. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'avec le temps, on n'a plus envie de s'embêter. C'est d'autant plus vrai que je suis de plus en plus décalé de la société actuelle. Je veux dire, moi, je regarde pas la télé, je me tiens pas au courant des informations, j'ai pas de téléphone intelligent, je suis pas sur les réseaux, ou du moins, quand j'y vais, c'est vraiment par obligation, et j'y reste pas longtemps et je regarde pas ce qui se passe, je me tiens pas au courant, et je me raccroche à des choses intellectuelles qui n'intéressent plus personne à l'heure actuelle. Quand Tolkien, je crois que c'était le jeudi, se réunissait avec ses amis le soir, qu'ils allaient dans un bar boire une bière et puis fumer la pipe, et discuter des livres qu'ils étaient en train d'écrire, de l'histoire qu'avançait, etc., et discuter de leur projet de vie, et ça me fait rêver, ça. Et j'arrive à le retrouver avec quelques amis. Mais dès que je vois des personnes, par exemple des proches de proches, il faut de plus en plus que je me force. I mean, obviously you hope people like things, but I mean, I think if you start doing stuff to please a certain audience, then you're going the wrong direction.